Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'enjeux qui sont directement liés à la cage thoracique et à la respiration. Je vous donne des conseils, je vous montre des exercices. La cage thoracique est certainement une des parties du corps, en tout cas, qui est biomécaniquement très complexe. Et de nous y attarder, je crois, va nous permettre de prendre mieux soin de nous, si je peux dire ça comme ça. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Et vous devez adapter tous les conseils à votre condition et certains de ces conseils, certains de ces exercices pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils liés à la respiration, liés aux douleurs au dos, à la partie supérieure du dos et au cou aussi. Dans mes livres, 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et aussi, va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Et ces livres sont disponibles partout ici au Canada et partout en France, sur le web aussi. Et vous pouvez vous les procurer notamment à la Librairie du Québec à Paris, en personne, si vous habitez Paris, ou en commande, disons les versions papier de mes livres. Les maladies ou la maladie pulmonaire obstructive, MPOC ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique, on utilise, je pense partout dans la francophonie, BPCO, mais parlons de maladie pulmonaire obstructive. Laissons faire les abréviations et tout ça, ça sera plus simple pour qu'on se comprenne. Ce sont des maladies qui sont vraiment très fréquentes et il y a un nouvel article qui a paru dans le Lancet tout récemment et je trouvais ça vraiment intéressant de vous présenter les conclusions de cet article-là qui porte sur les maladies pulmonaires obstructives. C'est une façon aussi de revoir la respiration, de revoir l'importance de la respiration, l'importance de cette région du corps, les côtes, le dos, et bien sûr, les organes qui sont liés à la respiration, principalement les poumons, mais tout le reste. Alors, je vais vous présenter les grandes lignes. C'est un rapport de 50 pages, c'est hyper intéressant. Je vais donc vraiment vous donner les principales conclusions du rapport, mais si on y va, plutôt simple explication sur ce qu'est une maladie pulmonaire obstructive, en général, on va parler de bronchite, et là, vous excuserez les mots en anglais, là, ça n'a pas été possible pour moi de trouver des illustrations avec une description en français, mais vous voyez l'idée, la bronchite, c'est une inflammation des voies aériennes et l'accumulation de sécrétions. On le voit dans les deux petites illustrations de droite, un peu comme une cheville qui serait enflée, mais là, c'est des muqueuses. Ce sont les muqueuses des voies respiratoires qui vont être inflammées et on va avoir une accumulation de ce liquide, ce qui rendra la respiration difficile, ce qui causera de la dyspnée, de l'essoufflement et de la toux. Et dans un contexte de bronchite chronique, puisqu'on parle de maladie pulmonaire obstructive, et je ne dirai pas toujours chronique, vous allez voir pourquoi après, mais donc on comprend que c'est une bronchite qui ne part pas après 2 semaines et qui disparaît. Donc on a de la toux, et la toux peut causer des douleurs musculaires, peut modifier notre façon de bouger, notre niveau d'activité physique, et donc cette maladie pulmonaire obstructive a des conséquences aussi autres qu'uniquement sur notre respiration. Si on regarde aussi un petit peu plus près ces voies respiratoires, bien, on voit ce mucus, on voit que les voies respiratoires sont irritées et qu'il n'y a pas tant de place pour laisser passer l'air. Donc, la bronchite chronique, ça fait partie de la maladie pulmonaire obstructive. On a aussi l'emphysème. Donc, c'est un mot qu'on connaît. Alors, voilà une autre illustration qui nous permet de visualiser de façon très sommaire ce qu'est l'emphysème. Alors, à gauche, on a des alvéoles normales et à droite, on a des alvéoles qui sont détruites. L'emphysème, ça fait partie donc des maladies pulmonaires obstructives. C'est une maladie évolutive qui prive le tissu pulmonaire de son élasticité et qui le détruit progressivement.
Ça complique la respiration. On aura de la difficulté à expulser l'air. Donc, on inspire et comme le tissu pulmonaire a perdu son élasticité, ça devient difficile d'expirer. Alors, on fait quoi pour expirer? On utilise notre musculature. Si vous n'avez pas de maladie pulmonaire, vous n'avez pas de difficulté à expirer, vous expirez sans effort. Les personnes qui sont concernées par la maladie pulmonaire obstructive doivent, et qui ont une composante emphysème, doivent travailler avec leurs muscles constamment. Alors ça aussi, ça cause un problème ça s'explique en partie par la présence d'emphysème. On associe beaucoup les maladies pulmonaires obstructives, et là, j'allais dire que c'est ici que ça commence à être encore plus intéressant. On associe beaucoup ça au tabagisme, à la cigarette. On voit les poumons, c'est une illustration, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des poumons de fumeurs. C'est vraiment assez impressionnant de voir cette dégradation du poumon. Et donc, on a de la difficulté à respirer. Tout ce que j'ai décrit précédemment, c'est beaucoup associé au tabagisme. Et il y a un sous-entendu un peu pervers, c'est collectivement de voir peut-être la maladie pulmonaire obstructive comme une maladie qui est presque méritée, parce que si les personnes ont fumé, ben, elles avaient le choix de ne pas fumer. Et si elles ont fumé, ben, elles ont un peu provoqué elles-mêmes leur maladie. Il y a un peu de ça dans la maladie pulmonaire obstructive et il y a peut-être un peu de ça aussi dans notre façon collective de soigner les personnes qui ont ces maladies qu'on définit toujours comme chroniques. Mais se pourrait-il que ces maladies-là ne soient pas systématiquement chroniques, ou si on les avait dépistées plus tôt, seraient-elles vraiment systématiquement chroniques? Et le groupe d'experts qui ont écrit ce rapport de la revue de Lancet se pose la question. Et les personnes qui ont une maladie pulmonaire chronique, obstructive, elles ont aussi très souvent d'autres problèmes de santé. Donc, c'est des personnes qui vont souvent voir le médecin, qui vont à l'hôpital parce qu'elles ont aussi, parfois, souvent même des maladies cardiovasculaires, du diabète, des troubles anxieux, de la douleur chronique, pour les raisons que j'évoquais, puisqu'on surutilise nos muscles de l'expiration alors qu'on ne devrait pas forcer quand on expire dans la vie de tous les jours. On devrait faire ça normalement. Et les choses évoluent depuis quelques décennies et n'évoluent pas toujours comme on le souhaiterait. Par exemple, il y a un manque de financement chronique de la recherche en maladies pulmonaires obstructives et peut-être que ça vous concerne directement. Moi, ça ne me concerne pas directement aujourd'hui. Je ne fume pas, j'ai jamais fumé. Il y a 20 à 30 des gens qui ont des maladies pulmonaires obstructives qui n'ont jamais fumé. Alors, si vous dites, moi, j'ai jamais fumé, je m'en vais prendre un petit café, j'écoute pas cette partie du direct, ben peut-être que ça pourrait vous concerner parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent déclencher une maladie pulmonaire obstructive et on doit mettre à jour nos connaissances, on doit mettre à jour nos outils aussi d'évaluation, nos outils diagnostiques et pour ça on a besoin d'argent et ces experts nous décrivent dans leur rapport et l'argumentent qu'il y a vraiment un besoin criant de financement. Par exemple, aux États-Unis, on nous donne des chiffres chez l'oncle Sam. Donc, il y a par exemple, le National Institute of Health, donc l'Institut de santé américain, a reçu, peu importe l'année, mais on nous donne l'année 2020, 338 millions de dollars de financement pour l'asthme, alors que pour les maladies obstructives, on a obtenu plutôt 121 millions. Alors, si on calcule de façon un peu lugubre le nombre de dollars par décès, et je comprends qu'il y a aussi la qualité de vie, il y a plusieurs éléments, mais si on le calcule par décès, c'est 81 500 dollars par décès aux États-Unis en ce qui concerne l'asthme, et c'est 800 dollars en ce qui concerne les maladies pulmonaires obstructives. Or, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont ces maladies. C'est parmi les causes de mortalité les plus importantes sur la planète. Et fait important, et là ça nous concerne vraiment tous, c'est qu'il y a eu une augmentation à l'échelle de la planète de 40% de ces maladies pulmonaires obstructives de 1990 à 2017. C'est beaucoup, 40%, avec une structure organisationnelle, en fait, dans les instituts de recherche, par exemple, dans le financement, comme je le disais, et même dans nos habitudes, nous, les cliniciens, qui sont peut-être, tout ça est peut-être à revoir. On utilise beaucoup la spirométrie. Je vais vous montrer une illustration de la spirométrie. Donc, on souffle. Comme vous le voyez, là, on peut comprendre avec cette illustration-là, on souffle et on mesure la quantité d'air qu'on peut expulser. Et lorsqu'on parle de maladies pulmonaires obstructives, ben, on parle beaucoup de spirométrie pour évaluer et les chercheurs de cette revue de Lancet
nous disent que c'est peut-être pas le meilleur outil diagnostique. On devrait peut-être en avoir d'autres, avoir des outils qui sont plus sensibles. C'est un peu comme si on avait un thermomètre qui nous indiquait la température extérieure. Par exemple, il fait soit 10 degrés ou 20 avec une marge d'erreur très grande. Ce ne serait pas un outil sensible. Alors, la spirométrie, c'est peut-être pas un outil sensible, par exemple, pour dépister des personnes qui ont un problème avec leurs poumons et qui pourraient peut-être dégénérer, si je peux le dire comme ça, en maladie chronique. Et si on pouvait dépister ces problèmes-là autrement qu'uniquement par la spirométrie, on pourrait peut-être prévenir cette chronicité. C'est pour ça que j'ai un peu de difficulté à parler uniquement de maladies pulmonaires obstructives chroniques, parce qu'on condamne, en fait, par le terme, toutes les maladies pulmonaires obstructives. Je simplifie un peu, mais vous comprenez l'idée. Alors, on a besoin de revoir tout ça et la façon de réfléchir, la proposition des chercheurs, je la trouvais fort intéressante aussi, puis je voulais vous la présenter en quelques minutes, en quelques secondes presque. Vous allez voir, ça va être assez court, mais c'est intéressant. Alors, c'est le titre de l'article si vous souhaitez le lire. Je vous le lis en traduction libre là, vers l'élimination de la bronchopneumopathie chronique obstructive, une commission de la revue The Lancet, mais vous pourrez la retrouver. Je mettrai aussi la description le lien plutôt dans la description de la vidéo. Et je vous montre un graphique qui est assez parlant sur le financement des maladies respiratoires. Mais encore une fois, les maladies respiratoires nous concernent tous. Il y a plein de personnes qui sont avec nous en ce moment qui font de l'asthme, par exemple. C'est archi prévalent. Donc, les maladies pulmonaires, elles sont fréquentes, même si on en parle si peu comparativement au cancer, à la maladie d'Alzheimer. Et on voit dans le graphique que je vous montre en ce moment que le financement, c'est ce que ça illustre, des maladies du cœur, du cancer est relativement haut. Et si vous suivez la courbe jusque la colonne, la sixième colonne, là, c'est écrit Chronic Lower Respiratory Disease, les maladies respiratoires inférieures, ça inclut la pneumonie, pardon. Ça inclut aussi les maladies pulmonaires obstructives, ça en inclut d'autres. Et vous voyez le petit point rouge, comment il est bas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir facilement si c'est trop petit. Et regardez l'Alzheimer. En ce qui concerne le financement. Donc, c'est quelque chose qu'on doit, je pense qu'on doit s'intéresser à ces maladies. Et la façon de voir la maladie pulmonaire obstructive, je vous présente l'illustration qu'ils ont conçue, qui est vraiment très, très bien faite. C'est tiré du même article. Et on voit qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a, par exemple, la génétique. Et la génétique, on est avec un bagage génétique, mais il y a aussi l'épigénétique, les influences, par exemple, l'environnement, ce qu'on fait, nos habitudes de vie, ce qui influence notre génétique. Donc, quand on parle de génétique, on doit parler aussi d'épigénétique. Ce n'est pas un fait accompli qu'on ne peut jamais modifier. Donc, ça, et notre façon de voir la santé ou la maladie inversement, on peut vraiment s'inspirer de leur approche. Il y a aussi les événements qui ont eu lieu pendant notre enfance ou même les événements intra-utérins. Donc, quand on est prématuré, si on est né à 32 semaines plutôt qu'à 36 ou 37 et plus, on est plus à risque de maladies pulmonaires obstructives. Et on devrait, je pense, en tenir davantage compte de pouvoir dépister des gens, par exemple, qui sont plus à risque. Mais c'est vrai avec tous les problèmes de santé. Si on a eu une pneumonie en étant enfant, bon, on est plus à risque. Donc, il y a cette famille de facteurs de risque. Il y a les infections. Alors, on a eu cette pandémie de COVID-19. Y aura-t-il un lien plus tard avec la maladie pulmonaire obstructive? Toutes les infections pulmonaires et peut-être d'autres peuvent peut-être aussi dans certains contextes augmenter le facteur de risque. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Le tabagisme, la cigarette et aussi l'environnement, si on est dans un environnement de fumeurs, la fumée secondaire, et aussi, ici on appelle ça la cigarette électronique ou la e-cigarette, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre coin de pays, mais là aussi, il y a un lien avec la santé respiratoire et on se dit, parce qu'on fume, on utilise ces cigarettes électroniques, il n'y aurait peut-être pas de problème pour la santé, mais il peut y avoir des problèmes pour la santé. Par exemple, l'utilisation de ces cigarettes électroniques modifie plus de 200 protéines dans les cellules épithéliales, les cellules des voies respiratoires pour le résumer. Donc, 200 protéines. Et ça cause plusieurs effets négatifs. Il y a 113 effets sur ces protéines qui sont uniques
à l'utilisation de la cigarette électronique. Donc, quand on parle d'environnement de fumeurs, ça inclut aussi la cigarette électronique et ces substances vont augmenter le risque d'inflammation des voies respiratoires et donc éventuellement peut-être de provoquer une maladie pulmonaire obstructive. Et il y a aussi la qualité de l'air. L'environnement, c'est en anglais, là, notre exposition à une mauvaise qualité de l'air, notamment à l'environnement au sens large, pas uniquement qualité de l'air, mais principalement qualité de l'air intérieur. Comment est la qualité de l'air chez vous? Je vous parle souvent d'exercices respiratoires, mais c'est important aussi de parler de la qualité de l'air à l'intérieur. Avez-vous un poêle à bois? Ici au Québec, à une époque, on en avait tous et on s'est rendu... Ben, tous, on n'en avait pas tous, mais il y avait plusieurs personnes qui avaient des poêles à bois. C'était une façon de chauffer l'intérieur des maisons et ben, ça émet des particules fines et moins fines qui peuvent vraiment augmenter l'inflammation dans nos poumons. La qualité de l'air à l'extérieur, et là je comprends qu'on n'a pas toujours le contrôle, on n'a jamais le contrôle en fait sur la qualité de l'air extérieur, en tout cas on n'a pas le contrôle individuellement, mais c'est un facteur déterminant. Il y a le smog, donc lorsqu'il y a du smog, on voit que la qualité de l'air, elle n'est pas bonne, mais il peut y avoir aussi une absence de smog et il peut y avoir des particules fines dans l'air qui nous causent des problèmes et qui nous met à risque de maladies pulmonaires obstructives et la qualité de l'air aussi au travail. Ça aussi, il faut y penser. On a des lois ici au Québec, là, des normes du travail. Est-ce que vous en avez chez vous des normes du travail? Vous êtes partout, là. Il y a des gens du Rwanda. Il y a des gens au Liban, en Algérie, en Belgique, en France. Dites-moi la qualité de l'air, comment ça se passe au travail chez vous. Il y a Xavier qui nous écrit, elle n'est pas bonne la qualité de l'air chez moi, donc à l'intérieur de la maison. Et à votre travail, ça se passe, c'est comment? Est-ce que vous trouvez que c'est mauvais? Moi, j'ai déjà travaillé dans un endroit, un certain hôpital, où la qualité elle était tellement mauvaise que j'avais des maux de tête quand je revenais chez moi alors que j'avais mal à la tête. C'est pas banal, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, en principe, quand la qualité d'air elle est mauvaise, mais ça peut altérer notre santé. Alors, de résumer les maladies pulmonaires obstructives au tabagisme, c'est une grave erreur. D'abord, je pense qu'elle peut même causer des préjudices à des personnes qui ont des maladies pulmonaires en ce moment parce que peut-être que le traitement ne sera peut-être pas aussi bien adapté, mais aussi pour nous tous qui ne sommes peut-être pas atteints d'une maladie pulmonaire, mais on est peut-être à risque sans le savoir parce qu'on est né prématurément, parce qu'on a eu un poids à la naissance qui était très faible, ça aussi, ça augmente le risque, ou parce qu'il y a une qualité de l'air à l'intérieur, à l'extérieur et peut-être aussi au travail qui est mauvaise. Alors, de se soucier de ça et de demander aussi à notre employeur, par exemple, d'évaluer la qualité de l'air. On a beaucoup parlé de la qualité de l'air durant une certaine période de la pandémie, ici en tout cas au Québec, la qualité de l'air dans les écoles, je ne sais pas pour vous, et ce qu'on mesurait, on mesurait le taux de CO2. Et moi, ça me choquait tellement qu'on prenne la peine de mesurer la qualité de l'air, mais de se limiter au taux de CO2, alors qu'on sait très bien que la qualité de l'air, ce n'est pas le seul indicateur, et je comprends pourquoi on mesurait le CO2 dans ce contexte-là, mais vraiment, insistons pour avoir une bonne qualité de l'air et ouvrons nos esprits dans un contexte de maladie pulmonaire obstructive. Et je vous prépare, il y en a déjà des vidéos sur la respiration et je vous prépare d'autres vidéos sur la maladie pulmonaire obstructive. J'espère que les informations que je vous ai données aujourd'hui, les conseils, les exercices que je vous ai donnés, j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie vraiment de votre attention, de vos nombreuses questions. Je voulais aussi vous remercier de vos contributions et vous pouvez le faire maintenant. C'est simple, sur YouTube, il y a un petit cœur, c'est écrit merci. Si vous cliquez sur ce petit cœur-là, vous allez pouvoir faire une contribution et sans vos contributions, et je le sais que je vous le dis régulièrement, mais c'est important pour moi de vous le dire parce que sans les contributions, il n'y aurait pas, ma chaîne YouTube n'existerait pas en tout cas de cette façon-là. Il y a plus de 700 vidéos sur ma chaîne et tout ça a un certain coût d'abonnement, tout ça. Donc merci et l'objectif de ma chaîne, c'est de vous offrir des contenus gratuits à tout le monde, mais ces contributions-là me permettent d'équilibrer tout ça, le budget, et de pouvoir aussi offrir des contenus gratuits, comme je vous le dis, à tout le monde. Vous pouvez visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant donc le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie et sur le web aussi au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez, mes livres sont disponibles notamment à la Librairie du Québec
à Paris sur leur site web aussi. Vous pouvez les commander. Vous allez les trouver aussi sur différents sites web. Donc, merci beaucoup de votre présence, de vos interactions aussi sur les réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Thank you.